parvenu, ne serait-ce que dans une certaine mesure, à la liberté de la raison, ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur, pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Bien. Bon, merci beaucoup d'être venu pour cette première séance d'un séminaire Deleuze et Guattari qu'on voudrait lancer cette année. Alors moi, je suis Mathieu Watrelot, je suis doctorant en esthétique ici à Nanterre, philosophie et cinéma. Donc moi, je suis de Nanterre. Ouais, alors Lynn, tu es de Paris. Je suis Paris, je suis Lynn Couvet, je suis docteur en philosophie. Voilà, donc Paris 8, un peu Voilà. Toulouse, mais... Donc en fait, on voudrait le séminaire qu'il ait lieu à peu près une fois par mois. On va voir si on peut maintenir à chaque fois la date du vendredi soir, 16h-18h. Il aura lieu en début d'année ici à Nanterre. Et la deuxième partie de l'année, il aura plutôt lieu à Paris 8. C'est ça l'idée. Pour l'instant, on a planifié exactement que les 2 premières séances. Donc la prochaine fois, ce sera Guillaume Sibertin-Blanc qui viendra nous parler de l'inconscient chez Deleuze et chez Spinoza, dans les Spinoza de Deleuze plus exactement. Et aujourd'hui, c'est Laureline et moi qui allons faire une séance d'ouverture en parlant de psychanalyse et de schizoanalyse. Bon voilà, on voudrait que le séminaire, on l'avait dit dans le texte de présentation, soit assez horizontal, donc vous pouvez évidemment, on va essayer de garder un certain nombre de temps pour les questions, pour dialoguer. Et comme vous l'avez vu, on a choisi le thème de l'inconscient cette année. Et l'idée, c'est d'essayer d'une part d'explorer un peu les textes de Deleuze-guattariens et essayer de les comprendre malgré leur complexité et de voir si on peut débrouiller ces textes, et aussi de voir quelles applications ont été faites, sont faites encore aujourd'hui de tous ces concepts de Deleuze-guattariens. Rien à ajouter, je pense. Alors moi, je vais commencer par une présentation sur la critique que Deleuze et Guattari adressent à la psychanalyse. Et ensuite, Laureline, toi, ça sera plutôt sur la question de la schizoanalyse et des mythes dans la schizoanalyse. Voilà, je vais essayer de parler 40 minutes, je pense, et de laisser un peu de temps pour les questions. Alors, donc mon intervention, je l'ai appelée Kant contre Oedipe, sur les paralogismes de la psychanalyse dans l'anti-Oedipe. Alors, dans sa lettre à un critique sévère, Deleuze confie avoir fait partie d'une des dernières générations qu'on a plus ou moins assassinées avec l'histoire de la philosophie. Et ses premières monographies sur Spinoza, Nietzsche ou Kant ont été, écrit-il, comme un tribut à l'institution universitaire. Sur Kant en particulier, Deleuze va expliquer qu'il a écrit comme sur un ennemi. Mais on peut alors être surpris de constater que dans l'entreprise philosophique que Deleuze mène après s'être affranchi de la tradition de l'histoire de la philosophie, les références à la philosophie de Kant restent nombreuses et sans être toujours négatives. On en trouve dans l'anti-Oedipe, et on en trouve qui servent même de point d'appui important, et notamment la référence au paralogisme kantien, dont je veux parler aujourd'hui. C'est donc, semble-t-il, que Kant fut un ennemi avec lequel il était possible de négocier et qui pouvait ponctuellement devenir un allié. Cette alliance ponctuelle avec Kant dans certains argumentaires de l'anti-Oedipe surprend, d'autant plus que Kant a écrit bien avant Freud et ne s'est pas directement intéressé à la psychiatrie de son temps, même si Monique David-Ménard a montré dans La folie, dans la critique de la raison pure, que la question de la folie était quand même présente chez Kant. Mais en fait, la critique que Kant fait de ce qu'il appelle les paralogismes de la raison pure en fait, pour Deleuze et Guattari, un précurseur de la psychiatrie moderne, en ce qu'il a effectué un travail de sape crucial qui a permis d'ouvrir une voie nouvelle. Alors, je commencerai en introduction par rappeler le principe général de la critique kantienne, et ensuite, ce qui va m'intéresser plus particulièrement, c'est le détail de ces paralogismes, puisque, à mon avis, Deleuze et Guattari reprennent non pas la critique générale, mais aussi la critique dans son détail. Alors, rappelons d'abord ce qu'est un paralogisme. Le terme de paralogisme, étymologiquement raisonné à côté, a le sens général d'un raisonnement erroné, mais qui est mené sans intention de tromper. Il avait pris chez Kant, ce terme de paralogisme, un sens précis. Un paralogisme, c'est un type de raisonnement erroné qui consiste à inférer une connaissance de soi
à partir de la seule conscience de soi. Cette inférence est invalide car nous ne pouvons connaître que ce dont nous avons conscience, c'est-à-dire les pensées qui nous viennent au fil du temps. Et on ne peut pas connaître notre conscience elle-même. Nous nous connaissons comme objet, mais pas comme sujet. Notre être pensant ne peut donc être qu'une représentation simple, je cite Kant, et par elle-même totalement vide de contenu, de points, JE, dont on ne peut même pas dire qu'elle soit un concept, mais qui est une simple conscience accompagnant tous les concepts. Notre conscience de soi n'est donc pas une connaissance de soi, et Descartes avait tort d'affirmer « je suis une chose qui pense ». Plus généralement, Kant s'attaque aux arguments de la psychologie rationnelle, cette discipline qui prétend connaître l'âme à partir de la seule affirmation « je pense ». La conscience a conscience d'elle-même au travers des pensées qui l'affectent, sans pouvoir cependant se connaître elle-même. Avec Kant, en conclut Deleuze, le sujet ne peut donc plus se représenter sa propre spontanéité que comme celle d'un autre, avec un grand A, celle du temps qui fait se succéder les pensées dans le sens interne. Deleuze dit que la critique de la raison pure nous fait ainsi comprendre que je est un autre, comme l'écrivait Rimbaud. Et c'est pour cette raison que Deleuze, dans différentes répétitions, louait Kant d'avoir fourni les moyens théoriques pour appréhender conceptuellement le vécu de la schizophrénie. On peut penser notamment au fait que la schizophrénie, comme cas clinique, se définit parfois par l'expérience de pensée intrusive. Dans ce cas-là, le sujet de la pensée est bel et bien un autre. Grâce à Kant, écrit Deleuze, un court instant, nous sommes entrés dans cette schizophrénie de droit qui caractérise la plus haute puissance de la pensée. Cette affirmation avait quelque chose de programmatique dans différentes répétitions, puisque dans différentes répétitions, la schizophrénie n'est pas encore abordée en détail, mais dans l'Anti-Oedipe, c'est devenu le cas d'étude principal, et c'est pourquoi la référence à Kant peut aussi s'y développer. En effet, aux yeux de Deleuze et Guattari, la connaissance moderne de cet autre de la pensée de l'inconscient n'a pas été toujours prise en compte. En fait, n'a pas toujours été prise en compte par la psychanalyse moderne. De même que la psychologie rationnelle prétendait connaître quel était le sujet de la pensée, une certaine psychanalyse a voulu fixer trop tôt la connaissance de l'inconscient et attribuer à celui-ci des caractéristiques qu'il n'a pas. Tout comme la psychologie rationnelle, critiquée par Kant, les psychanalystes oedipianistes, que critiquent Deleuze et Guattari, négligent l'altérité du sujet de la pensée. La psychologie rationnelle prétendait accéder à une intuition de soi-même à partir de la seule conscience de soi, et faisait pour cela un usage transcendant et donc illégitime de la raison, qu'elle étendait au-delà du champ de l'expérience. La psychanalyse commet souvent la même erreur de raisonnement, eu égard à l'inconscient. Elle dépasse l'expérience limitée que nous avons de l'inconscient pour inférer sa réalité métaphysique transcendante. Et c'est pour cette raison que dans l'Anti-Oedipe, la critique qui est formulée par Kant joue à nouveau un rôle important, et en fait sert comme une piqûre de rappel décisive. Deleuze et Guattari reprennent à leur compte la critique kantienne. Mais en fait, ce n'est pas une nouveauté. Lacan, notamment, semble les avoir précédés. Lacan a en effet dénoncé l'hypostase du sujet cartésien, par exemple dans son séminaire « La logique du fantasme », dans les sections 6 à 9. De mémoire, ce séminaire date de 1964. Dans la philosophie critique de Kant, publiée en 1963, Deleuze, lui, n'évoquait pas explicitement la critique kantienne du cogito. Et il faut attendre, il me semble, différentes répétitions pour cela. C'est donc peut-être l'importance donnée par Lacan à la critique kantienne du cogito qui incite Deleuze et Guattari à s'y intéresser et à lui faire jouer un rôle privilégié jusque dans l'Anti-Oedipe. Alors, il y a bien sûr une différence évidente entre Lacan et Deleuze et Guattari dans la référence à Kant. Chez Lacan, la critique kantienne vise la représentation qu'un sujet peut se faire de lui-même. Le sujet a tendance à s'imaginer comme stable, ayant une identité fixe, et ainsi de suite. Chez Deleuze et Guattari, c'est la représentation que la psychanalyse peut se faire d'un sujet de l'inconscient qui est visée. En fait, Deleuze et Guattari visent surtout certains psychanalystes qui tendent à oedipianiser Lacan, pour montrer à ces derniers qu'ils sont moins radicaux que leur maître. Deleuze et Guattari ne contestent en fait le plus vivement
que les conclusions d'une première génération de disciples de Lacan, ceux qui donnèrent non seulement une interprétation oedipianiste de la doctrine de Lacan, mais une extension ethnographique à cette interprétation. C'est une citation de Deleuze qu'on trouve dans l'Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, dans l'Anti-Oedipe, page 202. Deleuze et Guattari, à propos de la seconde génération des disciples de Lacan qu'ils aiment bien, regrettent seulement que parfois ils aboutissent à des erreurs similaires. En l'occurrence, il s'agit de Jean Laplanche, de Maud Manoni. Deleuze et Guattari entendent montrer que l'interprétation oedipianiste de Lacan entre en contradiction avec certains enseignements du maître. Paradoxalement, donc, ils apparaissent en bons élèves de Lacan. Ils vont même plus loin que lui, car ils détaillent la critique kantienne, ce que ne faisait pas Lacan. En reprenant la critique kantienne du cogito cartésien, et donc de la psychologie rationnelle, Lacan ne semble pas, en effet, développer dans le détail de ces 4 paralogismes la critique kantienne. Car Kant ne se contentait pas de dénoncer le fait de traiter le sujet de la pensée comme un objet donné dans l'intuition, il en dénombrait les conséquences particulières. En prenant en fait le sujet de la pensée pour un objet donné dans l'intuition, la psychologie rationnelle faisait de ce sujet une âme et lui attribuait certaines caractéristiques. L'âme, donc le sujet de la pensée pris comme en objet, était dite une substance, l'âme était dite simple, l'âme était dite identique dans le temps, et l'âme était en commerce avec des corps différents d'elle. Donc c'est pourquoi il y a 4 paralogismes chez Kant. Les paralogismes de la substantialité, de la simplicité, de la personnalité, de l'animalité. Or, il me semble que c'est précisément en cela que Deleuze et Guattari vont plus loin que Lacan, parce qu'ils détaillent les différents paralogismes de la psychanalyse en se servant du modèle kantien. Ils montrent les erreurs que commet la psychanalyse oedipianiste en conférant au processus inconscient une substance, une simplicité, une personnalité, l'identité dans le temps, et une animalité. Les processus inconscients, en fait, n'ont pas nécessairement toutes ces caractéristiques, et notamment, il semble, pour Deleuze et Guattari, que ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans le cas de la schizophrénie. Donc c'est cela que j'aimerais montrer aujourd'hui, que les paralogismes de la psychanalyse, dans l'Anti-Oedipe, correspondent aux paralogismes de la psychologie rationnelle, en ce que ces paralogismes de la psychanalyse tendent à attribuer à tort à l'inconscient des caractéristiques qu'il n'a pas nécessairement. La référence générale à Kant dans l'Anti-Oedipe est explicite et elle a été notée par les commentateurs, mais, il me semble, pas cette correspondance terme à terme des paralogismes deleuzo-guattariens avec les paralogismes kantiens. Alors bien sûr, ce qui la rend peu évidente, cette correspondance entre Kant et l'Anti-Oedipe, voire douteuse, c'est que chez Kant, il y a 4 paralogismes, mais dans l'Anti-Oedipe, ça c'est au chapitre 2 de l'Anti-Oedipe, il y a 5 paralogismes. La correspondance, il faudra expliquer pourquoi il y a un paralogisme de plus, mais je pense que ça peut s'expliquer. Je m'intéresserai d'abord à la reprise générale de la critique kantienne dans l'Anti-Oedipe. Avant de détailler les différents paralogismes de la psychanalyse, Deleuze et Guattari se revendiquent en effet de Kant pour dénoncer un usage illégitime des synthèses de l'inconscient. Il s'agira de montrer pourquoi c'est Oedipe, le triangle oedipien plus exactement, qui provoque un usage illégitime de l'inconscient. Puis j'essaierai de montrer comment l'usage illégitime des synthèses de l'inconscient produit chacun des différents paralogismes que j'ai évoqués. Alors, dans l'Anti-Oedipe, Deleuze et Guattari critiquent en effet des usages illégitimes de nos facultés. Et cela, évidemment, c'est un geste éminemment kantien. Deleuze, dans la philosophie critique de Kant, au chapitre 1er, consacrait déjà une section à l'usage légitime et l'usage illégitime. Au début de l'Anti-Oedipe, alors là au chapitre 1, Deleuze et Guattari identifient des synthèses de l'inconscient. Contrairement à ce qu'entreprenait Kant, il ne s'agit plus d'identifier quelles sont les synthèses de la conscience et les usages légitimes et illégitimes de l'entendement et de la raison. Cela restreint l'observation de la pensée
à ce qui nous en est le plus évident seulement, aux seules synthèses que nous effectuons consciemment et activement. Dans l'anti-Édipe, il s'agit d'identifier des synthèses de l'inconscient, qui ne sont pas actives mais passives, et qui sont au principe, par exemple, de nos rêves, de nos fantasmes, de nos lapsus, etc. Alors, comme chez Kant, cependant, ces synthèses sont des actes de liaison entre ce qui est divers. Ce que les synthèses de l'inconscient relient, c'est la libido, d'une part, à des représentations. Et c'est pourquoi les synthèses de l'inconscient sont définies, page 210, comme des investissements libidinaux dans notre milieu culturel et social. Les synthèses de l'inconscient sont au nombre de 3. Elles étaient déjà théorisées dans Logique du sens et le sont à nouveau dans le premier chapitre de l'Anti-Oedipe. Je rappelle brièvement de quoi il s'agit. Quelles sont ces 3 synthèses de l'inconscient? Alors, il y a la synthèse connective de production, qui correspond au couplage d'objets partiels et d'un flux, et c'est-à-dire à l'investissement de la libido dans un objet partiel. Par exemple, l'excitation de la zone érogène qu'est la bouche du nourrisson est déchargée au contact d'un objet partiel, le sein ou le biberon qui lui fournit du lait. Première synthèse, la synthèse connective de production. Deuxième synthèse, la synthèse disjonctive d'enregistrement. Celle-ci correspond, disons, à la mémoire des voies tracées par les connexions d'objets partiels et donc à la régulation de l'investissement de la libido. Cette synthèse disjonctive d'enregistrement détermine quelles connexions se reproduisent et comment le désir se manifeste. L'habitude que le nourrisson prend de la tétée pourrait en être un exemple. Enfin, troisième synthèse, la synthèse conjonctive de consommation correspond à la subjectivation du désir. En se produisant et en se reproduisant, le désir procure un sentiment qui permet de prendre conscience de soi comme sujet, comme tel ou tel sujet. Tout cela est expliqué dans le chapitre 1 de l'Anti-Oedipe. Il y aurait beaucoup à faire pour éclairer le fonctionnement exact de ces synthèses. On peut se demander, notamment, dans quelle mesure les 3 synthèses de l'inconscient dans l'Anti-Oedipe équivalent aux 3 synthèses du temps dans différences et répétitions. On peut se demander aussi dans quelle mesure cette double triade correspond aux synthèses que l'on trouve chez Kant, par exemple les 3 synthèses de la première édition de la Critique de la raison pure. Il existe peut-être des études sur cette question, mais on n'est pas encore rencontré et c'est pas cela qui va m'occuper aujourd'hui. Dans le deuxième chapitre de l'Anti-Oedipe, psychanalyse et familialisme, Deleuze et Guattari s'intéressent au problème de l'usage légitime ou illégitime des synthèses de l'inconscient. Je cite la page 83. Étant donné les synthèses de l'inconscient, le problème pratique est celui de leur usage, légitime ou non, et des conditions qui définissent un usage de synthèse comme légitime ou illégitime. Ce sont les usages illégitimes des synthèses de l'inconscient qui vont être caractérisés comme des paralogismes. Alors, illégitime, chez Kant, ça signifie qu'il sort des limites de l'expérience possible et ne remplit pas les conditions de la connaissance. Pourquoi les synthèses de l'inconscient, elles, peuvent-elles être illégitimes? Deleuze estime de toute façon qu'il ne faut pas s'astreindre à l'expérience possible, mais plutôt privilégier l'expérience réelle. Un grand thème de différence et répétition, notamment. Mais néanmoins, il peut écrire avec Guattari que les synthèses de l'inconscient sont susceptibles d'être illégitimes. Et alors pourquoi? Eh bien, dans ce cas-là, il me semble que ça signifie qu'elles peuvent contredire la logique du désir. C'est une expression qu'on trouve page 34, mais comme le dit David Lapoujade au début de son livre sur Deleuze, logique de ne veut pas dire rationalité de. Ça peut être une logique irrationnelle. L'usage illégitime des synthèses de l'inconscient empêche de désirer, comme l'usage illégitime des synthèses de la conscience chez Kant empêche de connaître. Si la psychanalyse conçoit cette logique du désir, selon un usage illégitime des synthèses de l'inconscient, la psychanalyse n'est pas fidèle à son matériau empirique, elle franchit les limites de l'expérience et commet, dans ce cas-là, une faute épistémologique. Mais la psychanalyse a bien sûr des applications thérapeutiques concrètes, et donc cela peut aussi imposer un usage illégitime pratique des synthèses de l'inconscient et éventuellement l'arrêt du désir. Alors, pour Deleuze et Guattari, évidemment, Oedipe pose problème, mais il pose problème justement parce qu'il implique
un usage à la fois théorique et pratique illégitime des synthèses de l'inconscient. Oedipe rend illégitime les synthèses de l'inconscient. En quoi est-il responsable du mésusage des synthèses de l'inconscient et donc des paralogismes? Alors, Oedipe, dans l'anti-Oedipe, c'est pas seulement l'individu névrosé ou psychotique, épigone du célèbre personnage de la mythologie grecque, c'est aussi le nom de l'ordre familial, un ordre familial qui est triangulaire. Cet ordre familial, triangulaire parce qu'il y a le père, la mère et l'enfant, est censé venir progressivement organiser la vie de l'enfant. Et l'enfant développe une pensée symbolique qui le rend capable de reconnaître autre chose que des images de soi, et donc tout ce système de figure familiale dans lequel il prend place. Alors, en quoi consiste concrètement cet ordre symbolique? Comment les diverses places sont-elles distribuées au sein de la famille? Alors, Deleuze et Guattari, dans l'anti-Oedipe, expliquent que c'est en fait la prohibition de l'inceste qui, en plus de délimiter les contours de la famille et d'obliger à l'exogamie, produit une série de différenciations au sein de la famille elle-même. Alors, ce sera plus clair si je vous montre un schéma de ce triangle oedipien. Alors, c'est ça le triangle oedipien à mon avis. Bon, évidemment, les trois places, le père, la mère et le fils ou la fille, mais dans l'anti-Oedipe, Deleuze et Guattari expliquent que ces places sont définies à chaque fois par trois caractéristiques. Et c'est ces caractéristiques, en fait, qui permettent de différencier les différentes positions et, ultimement, de satisfaire à la prohibition de l'inceste. Comment est-ce que le fils ou la fille vient prendre place dans cet ordre triangulaire? Bon, en l'occurrence, je vais prendre l'exemple du garçon. Le garçon a défense de faire l'inceste avec la mère, de prendre la place du père. Anti-Oedipe, page 87. En fait, il doit savoir se différencier de ses parents en tant qu'enfant. Comme ça, il peut détourner d'eux son amour et sa haine. Enfin, son amour excessif, sa haine excessive, bien sûr. Dans ce cas-là, on trouve la caractéristique adulte-enfant. Le garçon doit aussi savoir différencier entre le masculin et le féminin et se ranger lui-même dans la première catégorie. Comme ça, il peut réfréner son amour pour sa mère et sa haine contre son père. Et diriger, évidemment, cet amour excessif ou cette haine excessive en dehors du triangle familial. On trouve le couple doublon masculin-féminin. Enfin, il doit savoir différencier entre la mort et la vie, afin de renoncer au meurtre de son père et d'accepter pour lui-même, sinon la mort, en fait, l'autorité paternelle. Mort signifie ici répression du désir, et vie, affirmation du désir, en fait, plus particulièrement. Bon, je passe plus rapidement sur tout ça. Donc, c'est seulement si l'enfant a établi ces trois alternatives, supposées par la prohibition de l'inceste, et qu'il les considère comme des disjonctions exclusives, dont seul l'un des deux termes peut être attribué de façon vraie à un sujet, que le garçon est capable de se représenter les figures familiales comme nettement différenciées, et que l'ordre symbolique de la famille se structure. Alors, l'enfant pourrait y trouver la place qui lui est dédiée. C'est ce triangle oedipien, que je présente de manière très synthétique, mais l'anti-Oedipe consacre de nombreux passages. C'est ce triangle oedipien qui rend illégitimes les synthèses de l'inconscient. Et c'est de ce mésusage que résultent les paralogismes de la psychanalyse. Il faut remarquer que le triangle oedipien concerne d'abord la synthèse disjonctive d'enregistrement, parce qu'il se définit avant tout comme une certaine régulation de l'investissement libidinal, notamment la loi de la prohibition de l'inceste. Alors c'est pourquoi je commencerai par exposer le deuxième paralogisme de la psychanalyse, qui correspond à cette deuxième synthèse, celle disjonctive d'enregistrement, par où entre le triangle oedipien, par où est instauré le triangle oedipien. Le deuxième paralogisme implique aussitôt un usage illégitime des autres synthèses de l'inconscient.
Et c'est pourquoi, ensuite, les autres synthèses de l'inconscient vont aussi, elles aussi, être rendues illégitimes. La synthèse connective de production va être rendue illégitime, et puis la synthèse conjonctive de consommation. Et donc, j'exposerai ensuite le reste des paralogismes. Voilà. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire des interactions de ces différentes synthèses entre elles. Il me semble que le modèle kantien d'une coordination de différentes facultés dans le processus de connaissance, sensibilité, entendement, raison, sert là aussi de modèle. C'était d'ailleurs déjà la question principale de la philosophie critique de Kant, et dans différentes répétitions, Deleuze cherchait à penser une interaction des différentes facultés qui laissent à chacun son autonomie. Dans l'Oedipe, il s'agit aussi de faire en sorte que les différentes synthèses de l'inconscient puissent avoir une certaine autonomie. Bon, mais ici, je me concentrerai simplement sur les paralogismes. On peut dresser ce tableau, donc, je pense. Ce tableau qui met en correspondance les paralogismes chez Kant avec les paralogismes dans l'Anti-Oedipe. La seule subtilité, bien sûr, c'est que le troisième paralogisme kantien, celui de la personnalité, à mon avis, renvoie dans l'Anti-Oedipe à 2 paralogismes. C'est pour ça qu'il y en a 5. Mais ça, je l'expliquerai dans l'exposition. Ah, je ne suis pas sûr qu'en ligne vous ayez pu voir. Alors, on commence par un premier paralogisme. Donc, le deuxième chez Kant, le deuxième aussi dans l'Anti-Oedipe, le paralogisme de la simplicité. C'est comme ça qu'il est nommé chez Kant. C'est un paralogisme, un raisonnement erroné qui consiste à attribuer à l'âme une simplicité. Le deuxième paralogisme de la psychologie rationnelle entend prouver que l'âme est simple. Si la pensée était composée, morcelée, elle ne serait pas une pensée. Kant illustre cet argument de la psychologie rationnelle en proposant l'exemple du verre. Si différentes personnes pensaient chacune pour soi un mot dans un verre, ce verre ne serait pensé par personne. Si le sujet de la pensée était composé, il n'y aurait pas de pensée. Et or, il y a de la pensée, on pense, donc le sujet de la pensée est simple, contrairement au corps. C'est comme ça que la psychologie rationnelle entend prouver la simplicité de l'âme. Mais Kant montre qu'il n'est pas nécessaire que le sujet soit absolument simple pour qu'il unifie une multiplicité de représentations en une pensée, comme les différents mots du verre. Nous pourrions avoir conscience de nous-mêmes comme nous avons conscience de la lumière blanche. Nous avons conscience de celle-ci comme d'une chose simple, alors que la lumière blanche est composée des couleurs. Le deuxième paralogisme de la psychanalyse, dans l'Anti-Oedipe, c'est celui du double bind oedipien, de la double impasse. Il consiste à penser qu'un sujet du désir et de l'inconscient n'est possible que si un individu se situe à une place et à une seule du triangle oedipien. Il est papa, maman ou enfant. Alors, pour ce faire, il doit se définir par certaines caractéristiques seulement, celles qu'on vient de voir, en l'occurrence, enfant adulte, féminin, masculin, vie-mort. Le garçon, par exemple, doit se considérer comme enfant, mort, c'est-à-dire ne pouvant pas affirmer son désir contre son père, devant obéir à son père, et puis masculin. Alors, évidemment, là, il y a une composition, en quelque sorte. C'est pas à ce niveau-là que se situe la simplicité. Mais il y a simplicité parce que chacune de ces disjonctions est traitée sur le mode de l'exclusion. Je suis homme ou femme, enfant ou adulte, mort ou vivant, et pas les deux à la fois. Et il y a simplicité parce que pour prendre la place dans le triangle oedipien, je ne dois pas être composé de ces parties qui s'opposent. Vous prenez place dans le triangle oedipien, vous devenez un sujet simple qui n'est pas composé de ces séries oppositives, vous êtes seulement d'un côté. Alors, la psychanalyse oedipianiste se représente alors une alternative. Soit je prends place dans le triangle oedipien, je suis intégré à l'ordre du symbolique, mon identité de personne est alors simple, non composée, je ne suis pas homme et femme, par exemple, et je suis alors susceptible de manifester mon désir sans en ressentir une souffrance subjective. Soit mon désir se manifeste en brouillant les disjonctions, plus exactement en traitant ces disjonctions sur un mode inclusif, je me sens homme et femme, alors je ne suis pas capable de rester à une place fixe dans le triangle oedipien. Cela peut aboutir à un repli psychotique sur soi, dans un imaginaire pauvre, vide,
Pourquoi? Car dans le cas de la psychose, les coordonnées symboliques qui permettent de distinguer des objets dans le monde sont censées s'effondrer et le désir n'avoir plus rien de distinct dans quoi s'investir. La psychanalyse oedipianiste peut voir comme une position autistique. Oedipe nous dit, je cite Anti-Oedipe, page 96, « Si tu ne suis pas les lignes de différenciation papa, maman, moi, et les exclusifs qui les jalonnent, tu tomberas dans la nuit noire de l'indifférence. » Bref, le sujet du désir est simple ou n'est pas. Je résume beaucoup un argumentaire. J'avais déjà développé cette explication dans une séance du séminaire permanent d'histoire et d'études du structuralisme l'année dernière. Ce qui m'intéresse ici, c'est que, comme pour le parallélisme de la psychologie rationnelle, on présuppose une nécessaire simplicité du sujet. Deleuze et Guattari dénoncent ce qu'ils considèrent comme une double impasse. D'une part, selon la psychanalyse elle-même, c'est une double impasse parce que même si on s'intègre dans le triangle oedipien, en fait, on finit toujours par en souffrir, on finit toujours par être névrosé. Et d'autre part, la psychanalyse oedipianiste traite celles et ceux qui ne s'inscrivent pas dans ce triangle comme ne développant qu'un imaginaire pauvre, indifférencié. Et cela, pour Deleuze et Guattari, ce n'est pas être assez attentif, assez patient et leur faire violence. Le cas de la schizophrénie, pour Deleuze et Guattari, montre de façon éclatante qu'il est possible pour le désir de se vivre comme composé. La schizophrénie est un état de complexité. C'est cela que la psychanalyse oedipianiste ne peut prendre en compte. Le deuxième parallélisme de la psychanalyse, la double impasse de l'imaginaire et du symbolique, oblige en effet à penser qu'un sujet est simple ou n'est pas, mais le schizophrène n'est ni l'un ni l'autre. Il reste uni au travers de ces différences, qui ne sont jamais pour lui que des disjonctions inclusives. Un sujet schizophrène reçoit toutes les différences du triangle oedipien et pratique activement une disjonction exclusive, occupant tour à tour les positions différenciées. Page 93-94 de l'Anti-Oedipe, Deleuze et Guattari citent notamment Aimable Jaillet, un artiste de l'art brut, qui, dans ses textes, se met à la fois au masculin et au féminin, sans pratiquer une exclusion. Le parallélisme de la simplicité a une conséquence fâcheuse. Il empêche de penser le devenir. Chose intéressante, dans la critique de la raison pure, Kant remarquait que si on attribue à l'âme la simplicité, alors on peut lui attribuer aussi l'incorruptibilité. Pourquoi? Si l'âme est simple, alors elle n'a pas de partie, elle ne se décompose pas, et on espère pouvoir, je cite Critique de la raison pure A356, on espère pouvoir la faire échapper à la labilité à laquelle la matière est toujours soumise. Ce que la psychologie oedipianiste a en conséquence aussi des difficultés à en prendre en compte, c'est la schizophrénie, du fait de sa complexité, implique aussi une perpétuelle altération de soi. Au moyen des disjonctions inclusives, le schizophrène s'attribue différentes qualités, et ce faisant, il décompose l'unité de l'individu simple qu'il est censé être. Il n'est pas simplement bisexué, disent Deleuze et Guattari, ni entre les deux, ni intersexué, mais transsexué. Il est trans-vie-mort, trans par enfant. Il n'identifie pas deux contraires eux-mêmes, mais affirme leur distance, comme ce qui les rapporte l'un à l'autre en tant que différents. Vivant des états complexes, donc, le schizophrène est en devenir. On retrouve les deux caractéristiques, les deux attributs de la psychologie rationnelle, simplicité et incorruptibilité. Or, justement, dans la schizophrénie, disent Deleuze et Guattari, on voit qu'il y a complexité et qu'il y a devenir, corruptibilité, en tout cas altération. Je passe maintenant au deuxième paralogisme de la psychologie rationnelle et de la psychanalyse. La psychologie rationnelle, et ce deuxième paralogisme, en fait, c'est le premier, celui de la substantialité, c'est le premier chez Kant et dans l'Anti-Oedipe, le paralogisme de la substantialité. La psychologie rationnelle, alors là, notamment Wolff et Baumgarten, a prétendu démontrer que nous avons une âme. La preuve consistait en ceci: j'ai diverses pensées qui vont et viennent, or ces pensées sont des accidents qui ne peuvent exister que dans une substance. Les pensées se caractérisent par l'inhérence. Et le je qui pense, lui, se caractérise par la subsistance. Avoir une âme signifie cela, que le sujet de ma pensée, le je qui pense, est une substance qui existe par soi, auquel les pensées sont inhérentes.
Nous pourrions ainsi dire « je suis une chose qui pense », comme l'écrivait Descartes, et pas seulement « je pense ». Bon, pour Kant, ce raisonnement qui attribue une substance au sujet de la pensée, au jeu qui pense, c'est un paralogisme. Et en effet, Kant explique que pour attribuer la catégorie de substance à quelque chose, à moi par exemple, il faut un schème, puisqu'on parle alors d'une existence réelle. Il faut un schème, il faut le schème de la permanence. Nous pouvons en effet attribuer la catégorie de substance à quelque chose que si nous constatons une permanence en dépit des changements. À l'automne, les arbres changent de couleur, mais ils conservent sensiblement la même forme. Ce qui se tient sous est le même. Et ce qui se tient sous, c'est l'étymologie de substance. Donc si quelque chose est permanent sous changement, on est justifié à dire qu'une même substance demeure. Or, explique Kant, on ne peut constater la permanence du sujet de la pensée. On constate la permanence de certaines choses, pas du sujet de la pensée lui-même. Je n'observe pas la permanence du sujet que je suis, comme j'observe la permanence de la forme des arbres. Si je regarde en moi-même, dans le sens interne, je ne perçois rien qui perdure. Alors, il me semble qu'on retrouve l'argumentaire kantien, analogiquement du moins, dans l'Anti-Oedipe. La critique du deuxième paralogisme de la psychanalyse dans l'Anti-Oedipe, c'est le paralogisme de l'extrapolation. Et il est assez similaire à celui kantien. Il est exposé aux pages 89-92. Le premier paralogisme de la psychanalyse consiste à faire un usage limité des synthèses connectives. Là, il s'agit de la première synthèse, non plus la synthèse disjonctive d'enregistrement, mais la synthèse connective de production. En quoi est-ce qu'il y a un usage limité dans ce cas-là? En quoi est-ce qu'il y a un usage illégitime? Deleuze et Guattari écrivent que Oedipe implique un usage global et spécifique de la synthèse connective. Pourquoi usage global? Parce que les synthèses connectives ne s'effectuent plus qu'en fonction des personnes globales qui sont censées organiser la famille traditionnelle et constituer ainsi le triangle oedipien. Elles ont été introduites avec ce triangle oedipien dans la synthèse d'enregistrement. Pourquoi usage spécifique? Parce que pour prendre place dans ce triangle, le moi de l'individu doit alors se spécifier selon les caractéristiques qui en définissent une position, on a vu, homme-femme, adulte-enfant, vie-mort. Or, dans l'exposé du paralogisme de l'extrapolation, il n'est certes pas dit que ce paralogisme consiste à appliquer à la subjectivité inconsciente la catégorie de substance, mais c'est la personne qui fait l'office de substance. Le paralogisme de l'extrapolation consiste à spécifier un moi pour en extrapoler une personne globale. Et cela implique que les objets partiels ne se connectent que de façon très limitée, selon un régime de conjugaison des personnes, disent Deleuze et Guattari ici. Et les objets partiels deviennent alors les possessions ou les propriétés d'une personne, ces accidents en quelque sorte, et ne sont plus désirés pour eux-mêmes, ne sont plus subsistants par eux-mêmes. Par exemple, l'objet partiel qui est le sein ou le biberon devient une simple détermination de la personne qu'est la mère. Et son investissement équivaut alors à un attachement à la mère. Et c'est cette personne qui se retrouve dans les fantasmes, par exemple, qui est censée se retrouver dans les fantasmes. Les exemples donnés par Deleuze et Guattari sont très nombreux, mais je passe sur ce point. Cela limite considérablement la pratique et la théorie des synthèses de l'inconscient. Les libres connexions sont empêchées parce qu'elles doivent être faites et pensées en rapport aux personnes oedipiennes. À cet égard, Deleuze et Guattari mettent en scène le trouble dans lequel se retrouve un enfant non oedipianisé qui voudrait pratiquer une libre synthèse connective. Je cite, page 151. « L'enfant ressent la tâche à laquelle on le convie. Mais que mettre dans le triangle? Comment sélectionner? Le nez du père et l'oreille de la mère, est-ce que ça fera l'affaire? Est-ce que ça ferait l'affaire? Est-ce que ça peut être retenu? Est-ce que ça ferait une bonne coupure oedipienne? Qu'est-ce qui fait partie de la famille? » Donc, l'usage limité de la synthèse connective, ça va contre le désir, qui n'est pas assigné à un sujet spécifique. Page 89, Deleuze et Guattari écrivent « Le seul sujet, c'est le désir lui-même sur le corps sans organe, en tant qu'il machine objet partiel et flux, sans se limiter dans ses associations possibles. » Je vais passer un peu plus rapidement sur les deux dernières
les deux derniers paralogismes pour en montrer montrer la correspondance avec Kant. Troisième paralogisme, l'identité numérique, l'unité dans le temps. Le paralogisme de la personnalité consiste à attribuer à l'âme l'identité numérique. L'âme resterait une et la même dans le temps. La psychologie rationnelle prétend prouver cela à partir du souvenir que j'ai d'avoir été le même en différents temps. Si j'ai conscience d'avoir été le même hier et avant-hier, c'est que j'étais le même. Et l'unité de l'âme, quant au temps divers où elle existe, dit Kant, ça revient à lui conférer une personnalité. Le troisième paralogisme de la psychanalyse aboutit lui aussi à affirmer l'identité du sujet de l'inconscient dans le temps. Ce ne sont pas divers objets partiels qui sont jugés appartenir à une même personne, dans ce cas-là, comme la substance, sous ses accidents, mais ce sont les personnes constituées par différents systèmes symboliques, dans différents cas, qui sont identifiés. Et le sujet reste le même à travers ces différents systèmes symboliques, non plus seulement le triangle oedipien familial, mais ensuite les différents environnements auxquels on participe. L'usage illégitime de la synthèse, alors cette fois il s'agit de la synthèse conjonctive de consommation, c'est un usage, de la troisième synthèse, donc c'est un usage biunivoque et ségrégatif. Et biunivoque, une correspondance entre les éléments d'un premier ensemble et ceux d'un second et réciproquement. L'ensemble de départ, ce sont les diverses formations sociales auxquelles la vie nous fait participer. Par exemple, l'environnement de travail. Une relation de biunivocité est établie entre cet ensemble de départ qu'on étudie et qu'on analyse et un autre ensemble d'arrivées. Et l'ensemble d'arrivées, c'est toujours le triangle oedipien. C'est ainsi que dans les interprétations paralogiques de la psychanalyse, je prends un exemple simplifié, où la relation au patron, par exemple, pourrait être jugée équivalente à la relation au père. Il est dès lors forcé que les agents collectifs, écrivent Deleuze et Guattari, soient interprétés comme des dérivés ou des substituts de figures parentales, dans un système d'équivalence qui retrouve partout le père, la mère et moi. Page 123. Cette opération, effectuée par les individus eux-mêmes ou par les psychanalystes oedipianisants, c'est ce que Deleuze et Guattari appellent une application. On applique un ensemble sur un autre. Il semble que cette opération d'application puisse aboutir à traiter comme des groupes familiaux les groupes sociaux auxquels on peut participer, et donc à traiter ceux-ci sur un mode naturel et filial. Et il me semble que c'est pour ça que ça implique une ségrégation par rapport à d'autres groupes. Si votre environnement de travail ou votre voisinage est pensé sur le modèle de la famille, j'y vais toujours avec votre famille. C'est pourquoi l'usage biunivoque de la synthèse conjonctive est aussi une synthèse ségrégative, source de racisme. Deleuze et Guattari analyse cela, page 126-127 notamment. L'identité numérique du sujet de l'inconscient, ça peut aussi être celle de l'ancêtre, dont on se revendique, par exemple. Alors, là, il s'agissait du paralogisme de l'application, troisième paralogisme de l'anti-Oedipe. Il me semble que le cinquième paralogisme de la psychanalyse, celui du par-après, le dernier paralogisme qui se trouve dans l'anti-Oedipe, il est solidaire du troisième paralogisme, celui de l'application. Le par-après, d'ailleurs, est mentionné quand il est question de l'application, page 123, et l'application est mentionnée quand il est question du par-après, page 156. Et en effet, le fonctionnement est très proche. Le paralogisme du par-après consiste à juger que les facteurs actuels d'un trouble, les difficultés rencontrées dans la réalité vécue à un certain moment, ne font que réactiver des facteurs infantiles familiaux, cause de névrose ou de psychose. Et donc, les facteurs actuels, ces difficultés actuelles, n'agissent que par après, secondairement. C'est donc là encore une façon de rapporter le présent au passé et de présupposer que le sujet de la conscience est resté le même dans le temps. C'est pour ça que je pense qu'en fait, ces deux paralogismes-là, application et par après, sont très solidaires. Un usage libre des synthèses de l'inconscient, en l'occurrence nomade et polyvoque, amène le sujet à se percevoir tout différemment dans le temps. Dans la schizophrénie telle que Deleuze et Guattari la décrivent, l'individu peut éventuellement se représenter dans le temps sans unité, comme ayant été tout à fait autre dans le passé, et certainement pas d'une même communauté de sang. C'est le cas pour les deux auteurs de l'anti-Oedipe, lorsque Nietzsche, dans ses Billets de la folie, écrit par exemple « Chaque nom de l'histoire, c'est moi ».
Et enfin, dernier paralogisme, celui de l'animalité, de l'idéalité. En tout cas, c'est un paralogisme qui consiste à attribuer à l'âme la capacité d'interagir avec des corps, et y compris le corps propre. Alors, les trois premiers paralogismes de la psychologie rationnelle, ainsi que ceux de la psychanalyse, prétendaient décrire l'activité en elle-même, l'activité du sujet de la conscience ou de l'inconscient. Et c'est pour ça qu'elle était directement, que ces paralogismes, c'était des usages illégitimes des synthèses, mais des usages illégitimes directs. Le quatrième de la paralogisme de la psychologie rationnelle, c'est un peu différent parce que dans ce cas-là, ce n'est plus l'âme en elle-même qui est concernée, le sujet de l'inconscient en lui-même, c'est ce sujet de l'inconscient par rapport à des corps. La psychologie rationnelle dit ceci. Alors, normalement, si la seule véritable évidence que j'ai, c'est que je pense. Je ne peux pas être certain que ce que je pense existe bel et bien hors de moi. On trouve cette question dans la méditation métaphysique de Descartes, par exemple. Mais justement, illégitimement, la psychologie rationnelle, dans ce cas, prétend pouvoir démontrer que mon âme spirituelle est bien en rapport avec des choses corporelles. Et notamment, en ce qui concerne le corps propre, que l'âme anime le corps. La psychologie rationnelle va vouloir montrer que le corps humain, pas le corps animal, pas le corps des bêtes, est bel et bien animé par une âme. C'est pour ça on peut appeler ça le paralogisme de l'animalité. C'est dire que l'âme humaine anime le corps. Animalité au sens de anima, l'âme. Bon. Le quatrième paralogisme de la psychanalyse est celui du déplacement ou de la défiguration du refoulé, disent Deleuze et Guattari. Deleuze et Guattari le voient à l'œuvre notamment lorsque Freud écrit, c'est dans La disparition du complexe d'Oedipe en 1923, de la prohibition légale de l'inceste, nous devons conclure qu'il existe un instinct naturel qui nous pousse à l'inceste. Freud prétend savoir quelles sont nos pulsions, quelles formes ont nos pulsions. En l'occurrence, ce qui causait les troubles psychiques, névrose ou psychose, c'était censé être, pour la psychanalyse oedipianiste, une intégration manquante ou incomplète au triangle oedipien. Et c'est ça qui est censé impliquer la manifestation d'un désir non régulé par ce triangle oedipien, en l'occurrence un désir incestueux, l'amour de la mère, la haine du père. Si ce désir incestueux s'exprime pleinement, il risque de menacer la bonne santé psychique du patient. La psychanalyse oedipianiste prétend savoir mieux que ses patients quelles substances désirantes animent les corps. Deleuze et Guattari écrivent « Il y a là typiquement un paralogisme, encore un quatrième paralogisme qu'il faudrait nommer déplacement, car il arrive que la loi interdise quelque chose de parfaitement fictif dans l'ordre du désir, ou des instincts, pour persuader à ses sujets qu'ils avaient l'intention correspondant à ces fictions. » Pour Deleuze et Guattari, le paralogisme du déplacement ou de la défiguration du refoulé est particulièrement retorse parce que elle amène à refouler des pulsions qui n'étaient pas nécessairement problématiques, mais qui ont été présentées comme telles. Toute répression devient alors le supposé refoulement de désirs incestueux. Il me semble que là aussi, dans ce quatrième paralogisme, c'est justement la question de par quoi le corps est-il animé, quelle âme anime le corps, qui est mise en œuvre. On voit à nouveau, à mon avis, une correspondance entre le paralogisme kantien et le paralogisme de Deleuze-Guattari. Alors, je conclue rapidement. Les paralogismes de la psychanalyse, que Deleuze et Guattari dénoncent dans l'Anti-Oedipe, me semblent donc modelés sur ceux de la psychologie rationnelle. C'est ça que je voulais montrer. La référence n'est pas précise ou n'est pas au cas par cas, elle est seulement générale. Mais il me semble que Deleuze ou Guattari, peut-être Deleuze, parce que c'était lui qui apparemment organisait plutôt les textes, s'est servi du modèle kantien. Implicitement. Ou explicitement, mais seulement à demi. Donc, Kant, en effet, n'est pas alors un ennemi. Certes, ce n'est pas pour autant un ami. Deleuze l'a souvent rappelé, et Deleuze et Guattari aussi dans l'Anti-Oedipe, Kant a refusé un pouvoir actif de synthèse à la sensibilité, et a donc négligé les synthèses de l'inconscient. Et il a gardé au sujet de la pensée la forme d'un jeu, d'une unité synthétique,
pas une substance, mais une unité synthétique de la perception transcendantale. Et évidemment, Deleuze et Guattari, Lacan même avant eux, critiquent Lacan sur ce point. Néanmoins, Kant sert bel et bien d'allié, parce qu'il fournit une panoplie d'arguments qui visent à réfuter l'idée qu'il y aurait un sujet oedipien de l'inconscient. Et cela ouvre la possibilité de se représenter le domaine des libres synthèses de l'inconscient, comme disent Deleuze et Guattari. En cela, la philosophie de Kant reste ce que Deleuze en écrivait dans Différences et répétitions, page 118, une héritière d'Oedipe. Bien sûr, dans Différences et répétitions, cet Oedipe, ce n'était pas le triangle oedipien, c'était Oedipe au sens du personnage de Sophocle, qui sort du triangle oedipien, justement, en affirmant, malgré lui, des désirs contraires à la norme. Il sort du triangle oedipien sans pour autant sombrer dans l'indifférencié de l'imaginaire, et Oedipe commençait son voyage. Bref, le terme d'Oedipe a changé de sens, c'est le sens psychanalytique et plus le sens dramaturgique, mais néanmoins, il me semble que Deleuze et Guattari, dans l'anti-Oedipe, pourraient encore estimer qu'en ce sens-là seulement, Kant reste un héritier d'Oedipe. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous avez parlé de la synthèse ségrégative par rapport à l'application. Donc, Ouais. vous avez dit que du coup, il y avait une application du modèle familial sur tous les autres modèles de relations sociales. Et du coup, est-ce que c'est sur tous les modèles de relations sociales, mais du coup, ça reste limité? Et du coup, on va dire, par exemple, que, je sais pas, tout modèle social dans un tel pays reste une partie de notre famille, entre guillemets. Et du coup, ce serait par là qu'il y a du racisme, parce que du coup, il y a des groupes sociaux qui sont plus, où on ne peut plus appliquer en fait le rapport familial, et on ne peut plus dire c'est comme dans la famille. Oui, enfin, en fait, peut-être que, je sais pas, c'est un peu l'interprétation que j'ai, parce que à aucun moment j'ai cherché, mais à aucun moment Deleuze et Guattari ne définissent le terme ségrégatif. Ils définissent biunivocité, notamment en faisant référence aux mathématiques. Et donc, voilà, il y a il y a une mise en correspondance de deux systèmes. Ségrégatif, il me semble qu'ils le définissent pas. Donc, bon, j'ai un peu essayé d'interpréter, mais je me suis dit que c'était peut-être ça le sens de ségrégatif, à savoir, si vous ramenez d'autres groupes d'appartenance à la famille, vous les pensez sur un mode filial, naturalisant, et ça naturalise la distinction de ce groupe social avec d'autres groupes sociaux, par exemple. Donc c'est pour ça, à mon avis, que de là peut naître du racisme, quoi. Il faut appartenir à une communauté, enfin pour Deleuze et Guattari, il faut appartenir à cette communauté, mais cette appartenance est pensée sur un mode naturalisant, filial, c'est une communauté de sang. Et comme il s'agit de retrouver cette identité dans le temps, on peut penser la famille actuelle à laquelle on appartient ou notre communauté politique, par exemple, sur un modèle qui supposait le même dans le passé. Mais du coup, ça suppose une limitation de l'application. Donc forcément, il va y avoir des Oui. groupes où on ne va plus dire que c'est un famille. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, tous les groupes auxquels on appartient, c'est censé être la famille. Mais donc, les groupes auxquels on n'appartient pas, c'est plus la famille. Et voilà. Donc, je dirais que c'est pour ça que ça peut avoir aussitôt des implications racistes, puisqu'on dit, race, ça signifie la lignée aussi, la lignée d'ancêtres. Alors que dans le cas de la schizophrénie, au contraire, ce que Deleuze et Guattari remarquent, c'est que très systématiquement, la personne schizophrène, je pense notamment le président Schreiber, parle beaucoup de race, mais ne semble pas du tout s'identifier à. En tout cas, c'est peut-être plus clair dans Les biais de la folie de Nietzsche ou chez Rimbaud. Il y a une identification à d'autres lignées possibles.
Là, il y a un usage beaucoup plus libre de cette synthèse de l'intention. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Je veux dire que moi aussi, ça m'a assez intéressé sur les parallèles possibles qu'on peut faire entre les 3 synthèses de l'antiodip et celles de différences et répétitions. Et autant pour certaines, c'est assez clair par la synthèse disjonctive, bon, bah, c'est celle de la mémoire, puisque c'est voilà, l'enregistrement. Celle de la synthèse connective de production, on peut la voir comme celle de l'habitude, d'une certaine façon. Après, la synthèse conjonctive, j'avoue que c'est celle les rapprochements sont peut-être plus difficiles pour moi. Peut-être parce que d'une certaine façon, la conjonction, bon, pour Deleuze-Guattari, c'est le « et », en quelque sorte, le « t », c'est ce qui vient un peu saboter le verbe « être ». Donc, peut-être que faire voir ça comme la forme vide du temps, peut-être, je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression de partir loin un peu. Ouais, bah, je sais pas si pour le coup je pourrais répondre. Je me suis posé la question, mais j'ai pas réussi déjà à faire une correspondance un peu directe, puis ensuite ni à voir en quoi, même remanié, ça pourrait donner synthèse de l'anti-Oedipe. Synthèse de l'habitude, en différence à l'habitude, c'est déjà un peu l'enregistrement d'un désir. Donc, je me demande si c'est pas déjà cette synthèse disjonctive d'enregistrement. Si la synthèse connective, c'est pas plutôt le premier investissement qui s'est pas encore forcément répété sur un mode mécanique, donc peut varier. Je me suis un peu cassé la tête pour essayer de voir, et comme c'était pas du tout concluant pour l'instant, bon. On a tous les deux en rade. Oui, voilà, c'est ça. Et oui, autre chose, parce que dans Logique du sens, les 3 synthèses sont là à peu près telles quelles, même si Deleuze en inverse l'ordre aussi. Il parle plutôt de synthèse connective d'abord, synthèse conjonctive ensuite, synthèse disjonctive, etc. Je me suis demandé si de Logique du sens à Anti-Oedipe, il n'y a pas aussi des changements importants. Mais bon. Et pareil, est-ce qu'en plus, connectif, disjonctif, etc., c'est des choses qui se retrouvent chez Kant aussi parfois, quand on parle. Mais alors, voir exactement dans quelle mesure Deleuze reprend des choses chez Kant. Mais juste semblait que de manière générale, ce qui était encore kantien, enfin plutôt anti-kantien, c'était de penser des synthèses qui s'autonomisent, quoi, qui sont plus corrélées les unes aux autres. Ouais, il faudra que ça fasse l'objet d'une prochaine intervention. Mais j'ai rien trouvé, en tout cas, parmi ce que j'ai lu. Enfin, j'ai pas trouvé d'articles ou autres qui essaient de faire le lien. J'ai l'impression que les chercheurs ont peur de se risquer là-dessus. À raison d'ailleurs. Je comprends. Je ne me suis pas risqué non plus aujourd'hui. Eugene Holland, il a déjà évoqué cette possibilité de lier 3 synthèses légitimes dans l'anti-Oedipe avec celle de Kant, donc dans la première version de première critique. C'est dans quel article? Il a publié une introduction sur l'anti-Oedipe. Il a déjà évoqué ce point de vue là-bas, et dans d'autres recueils, dans un article, dans d'autres recueils, il a évoqué encore une fois ce point de vue. Ok, merci, j'allais voir alors. D'ailleurs, j'espère qu'il a trouvé là. J'ai écrit ça dans mon mémoire, mais c'est écrit je tentais de faire cette construction de ces 3 synthèses de Kant et celui de synthèse légitime. Je pense que c'est possible parce que la première synthèse de Kant dit que on va lier tous les divers de sensations produits les jeux. Donc, ça correspond à la première étape de synthèse dans l'anti-Oedipe. C'est qu'il y a une connexion entre les imaginations. Puis, la deuxième synthèse chez Kant, c'est il faut reproduire ce qu'on connaît. Et ça correspond pour moi au deuxième synthèse dans l'anti-Oedipe parce que c'est l'enregistrement. Disjonction, c'est ça implique un certain déplacement. Mais si on voit en détail ce que Kant dit,
dans la deuxième synthèse. Il dit que il y a quelque chose, on ne peut pas qu'il soit rouge, puis il soit plus rouge. Donc, il faut reproduire d'une certaine manière identique de cette... Alors, du coup, je me suis en effet posé ces questions, mais je pense que c'est là où il y a un problème, parce que chez Kant, le fait de reproduire, oui, donc par exemple, oui, je sais pas, ouais, une chose qui change de couleur, mais on se souvient de la couleur d'avant, c'est de la synthèse conjonctive, il me semble. On tient les choses ensemble. ouais. On se souvient du passé, on conjoint. Mais, Or, cette synthèse, du coup, si c'est une synthèse conjonctive, dans l'antiodipe, ça devient plutôt troisième synthèse. Non, C'est plus la synthèse disjonctive, c'est plus de la reproduction. Alors, c'est là où il m'a semblé qu'il y avait un remaniement ou un glissement de sens. mais pour moi, selon mon souvenir, c'est que dans troisième synthèse, je crois, ce qu'il dit, c'est qu'il doit lier toutes ces représentations donc avec un sujet. Il faut lier les deux, les représentations et le sujet. Mais dans l'antiodipe, la troisième synthèse, quand il s'est dit qu'il y a un sujet qui va émerger dans du reste, dans ce qui reste de ce processus de production. Puis c'est la recognition du sujet. Le sujet se reconnaît lui-même. C'est donc... Oui, quelque chose comme ça. Donc pour moi, ce qui rend comparable entre ces deux synthèses, c'est que la troisième étape de synthèse, il dit quelque chose avec un sujet. Il fait émerger ou il nécessite l'existence d'un sujet, même si c'est un sujet formel chez Kant ou un sujet complexité ou un sujet normal dans l'antiodipe. Donc pour moi, une combinaison assez détaillée entre ces trois synthèses, c'est possible. Et c'est pas moi qui est le premier. Je fais cette construction, mais ce point de vue existe déjà chez Yu Jihola dans son livre de l'introduction de l'antiodipe. Oui, c'est ça. Ok. Je suis assez d'accord. Mais je suis en fait assez d'accord. À part pour cette inversion, parce que chez Kant, normalement, la synthèse de la reproduction dans l'imagination, c'est une conjonction, et la synthèse de la recognition dans le concept, ça va être justement une disjonction. Parce que pour avoir un concept complet, pour reconnaître pleinement un concept, il faut avoir fait la série de disjonctions. Bon, pour reconnaître, je ne sais pas quel objet. Est-ce que c'est une plante ou un animal? C'est une plante? Est-ce que ça a des feuilles ou pas? Enfin bref, on fait cette série de disjonctions et on arrive à la détermination complète de l'objet. Donc, il me semble qu'en effet, les trois synthèses, ça correspond, mais il y a une sorte d'inversion du type de synthèse. Et... Je vais le voir un peu en détail. J'irai voir Génoland. Mais je crois qu'une correspondance, ça existe. Ouais. Non seulement sur ce que vous avez fait sur le plan de paralogisme, mais aussi sur les synthèses illégitimes. Oui, je crois. Je suis d'accord avec vous. C'est que on a toujours l'impression que le statut de Kant dans la pensée de Deleuze est assez ambigu. Mais en fait, pour moi, il est un peu plus comme un ami ou un interlocuteur. Ça relève comment il a modulé ses pensées sur le modèle de Kant. Et non seulement ça, à l'inverse, il ressuscitait la pensée de Kant d'une certaine manière. Parce qu'il a déjà découvert quelques moments schizophrénie, repérer ça chez Kant. Donc, je crois que une lecture à l'autre sens, c'est possible, aussi intéressant. Comment on lit Kant d'une manière schizophrénique? Ça, c'est l'autre sens de recherche. Et c'est assez fréquent, tu vois. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une petite question, notamment sur l'antiodipe, justement, vous avez dit dans différence et répétition, il y a l'expérience réelle et l'expérience possible, qui sont deux visées bien distinctes. Ouais. Je me demandais si c'était juste votre lecture ou s'il y avait un article. Si il fallait bien lire la différence et répétition. Directement de l'âge dans la différence et répétition. À Baclay. Ouais, c'est assez explicite dans les chapitres. Dans le chapitre 2, par exemple, quand il est question de la répétition et de Kant à un moment. Et après, beaucoup dans le début du chapitre 4.
sur la synthèse idéale de la différence. La première section, c'est sur Kant. Et il y a un éloge de Kant. Là aussi, c'est Kant est un ami, parce que Deleuze va louer Kant d'avoir donné une grande importance à la notion de problème et d'avoir pensé les idées comme étant des problèmes. Mais c'est à la fin de cette section où il atténue un peu son éloge. Il montre que Kant est resté bloqué à certaines limites. Enfin, en l'occurrence, justement, il s'agit de montrer qu'il y a des usages illégitimes et il y a des usages légitimes. Et un usage de la raison est légitime que si la raison se rapporte à des concepts de l'entendement. Ces concepts de l'entendement qui eux-mêmes sont tirés de l'intuition. Donc, il ne s'agit pas d'attribuer, de parler de choses qui ne sont pas dans l'intuition. Par exemple, ici, l'âme, on ne peut jamais en faire un objet d'intuition, donc on ne peut jamais la conceptualiser, on peut seulement en avoir une idée. Là, vous faites un usage illégitime de la raison, parce que la raison s'autonomise, justement, et voit ensuite fait dérailler l'entendement qui se met à produire des concepts et les attribue à cette âme qui n'est pas constatable dans l'intuition. Ça, c'est un usage illégitime. L'usage possible, ça renvoie toujours à une solidarité des différentes facultés, raison, entendement, sensibilité. Du coup, la notion de possibilité est beaucoup liée au concept, à l'usage que l'entendement fait des concepts. C'est ça un usage légitime pour Kant. Et c'est ça l'expérience possible. Et notre connaissance doit se limiter à l'expérience possible. Mais Deleuze, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'expérience réelle, parce que on est confronté, alors justement, en idée, en tout cas dans la sensibilité, on est confronté à des choses qui ne se laissent pas sublimer sous le concept. Et bon, un des cas paradigmatiques, c'est le sublime, par exemple. Dans le sublime, on a des sensations, Deleuze dit plutôt des intensités, on n'arrive pas à placer dans l'espace et le temps exactement, on n'arrive pas donc à conceptualiser. Mais là, on peut s'en faire une idée malgré tout. Donc dans ce cas-là, la raison doit s'autonomiser par rapport à l'entendement et la sensibilité. C'est ça que Deleuze appelle une expérience réelle. Et il faut essayer de théoriser, ou en tout cas d'appréhender, et même intelligiblement, cette expérience réelle, parce que c'est ce qui permet de prendre en compte le sublime, les monstres, comme variations biologiques, etc. Voilà. Bon, merci pour ces questions.